Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Nous, pour la partie financière, parce qu'on va essayer d'apprendre ce que c'est le TCF. Alors, pour comprendre ce que c'est TCF, TCF, dans le domaine de l'analyse financière, est utilisé pour l'évaluation des investissements de cash flow, pour analyser la rentabilité d'une société et afin d'estimer, pour notre cas, le prix du share, enfin, le stock price. Okay. C'est une méthode d'analyse qui est très courante, qui est utilisée par beaucoup de gens parce que c'est vraiment fiable pour analyser et évaluer l'entreprise, la valeur de l'entreprise. Alors, dans notre session d'aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser au cas Intel, puisque Intel est en chute libre. Et on va regarder ce que la méthode TCF pourrait nous apporter de quelque chose de fiable sur l'indication de l'évolution actuelle de Intel dans la bourse de Nasdaq. Et on va essayer de définir la valeur du stock price. On va regarder s'il y a un rapprochement possible entre l'évaluation de TCF et le prix actuel du cours d'Intel. Voilà, ça permet de comparer le potentiel de ces méthodes, qui est largement utilisé par beaucoup de gens. Et vu qu'aujourd'hui on a choisi Intel comme sujet d'étude, on va parler que Intel. Alors pour faire du discounted cash flow, en français ça s'appelle le cash flow actualisé, il faut déjà calculer le WACC, ce qu'on appelle le CMPC, le coût moyen pondéré du capital. Ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière ensemble. Donc, alors pour rappel, tu peux regarder les anciens épisodes de la semaine dernière. Il y a différents facteurs à prendre en compte dans l'état financier d'une entreprise. On retiendra seulement quelques facteurs les plus essentiels, à savoir la taxe, l'IS, okay, les impôts sur la société. On retiendra aussi le facteur, le taux sans risque, le risque free rate à 4% actuellement, le prime de risque, donc on utilise la méthode de METAF, donc c'est pour ça qu'on a parlé de prime de risque, on évalue à 5% actuellement. Le bêta, c'est la sensibilité des capitaux propres, donc fournis par les banques, donc on est à 1,5 par rapport au marché. Et la return on equity, à peu près 11,5%, c'est la moyenne. Et le rendement de la dette, le return on debt, de 6%, aussi c'est la moyenne des entreprises. Et la valeur comptable des capitaux propres de Intel, j'ai cherché dans les bilans de la société Intel. En fait, les bilans sont publiés. C'est là où c'est fort, c'est que Intel est une société qui est relativement transparente. Donc, sur leur site web officiel, sur intc.com, en fait, ils publient tous les rapports, donc tous les rapports financiers, de comptables. Alors, c'est la rubrique 10Q, ok, 10Q, et c'est en HTML, donc tu peux cliquer dessus. Et j'aime bien la transparence d'Intel, hein. Franchement, c'est bravo parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui acceptent de faire ça. Donc voilà. D'abord, quand on regarde les résultats financiers de Intel, hein, qui est publié sur leur site web, donc c'est la version officielle, les choses les plus importantes, c'est au début, hein, c'est au début du rapport. Donc sur le premier page, on retrouve la net revenu. Okay. On va reporter les net revenus dans la case qui correspond à notre analyse DCF. Puisqu'on connaît le WACC qui est évalué à 9,43% à partir de ces facteurs. Okay. On va calculer le taux d'entêtement d'Intel qui est VD sur la somme de VCP plus VD. Okay, la valeur de dette plus la valeur de capitaux propres. Et on calcule et on trouve un taux d'entêtement de 32% qui est inférieur à 40%. C'est notre target. Et donc, ce qui prouve que cette société est encore très solide. Elle n'est pas surendettée. Alors, donc, on va maintenant reporter tous les chiffres du bilan
D'accord? Donc, les chiffres du bilan qui nous intéressent ici, c'est la net revenu. Net revenu, donc, c'est indiqué ici, dès la première ligne. J'ai repris tous les bilans comptables de 5 dernières années, donc entre 2020 et 2024. Wow. Voilà, j'ai copié à la main. OK, donc 2020, Mm. 21, 22, 23, 24, ces dernières années. Donc, j'ai recopié les lignes par ligne. Donc, net revenu. Par exemple, ça, c'est la revenu net. En fait, ça correspond au chiffre d'affaires, donc aux ventes. Ça fait 18 milliards en 2020, 19 milliards en 2021, 15 milliards. Donc, ça commence la chute. La chute libre a commencé entre 2021 et 2022. À 15 milliards, en 2023, 14 milliards, en 2024, 13 milliards. Donc, voilà, on constate Ça descend, quoi. voilà, une chute de vente à partir de 2021 jusqu'à maintenant. Et ça peut prolonger. Wow. Donc ça, c'est la partie net revenu. Ensuite, on regarde EBITDA, c'est-à-dire excédent brut d'exploitation en français. Et dans le terme de comptable, on utilise le terme operating income. Voilà, on peut le Et faire ils perdent comme de ça. l'argent en 2024, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ils perdent de l'argent. Donc ici, on appelle le net income. Net income, c'est tu enlèves tous les taxes, tous les salaires, toutes les dépenses de l'entreprise. Donc, il perd l'argent. Il perd 16 milliards en 2024. Donc, Ah oui. pas de dividendes. Non, pas de dividende. Donc, pas de dividende. Ok, donc ça, c'est si tu regardes net income, on a quand même quelque chose qui, à partir de 2023, devient dangereux. Parce que, alors, il faut savoir qu'en 2024, ils ont licencié 20 000 ingénieurs chez eux pour réduire le poids Wow. de salaire. Ouais. Donc, du coup, alors, on passe de quelque chose de positif, là, c'est l'excédent brut, à quelque chose de négatif en espace de 5 ans. Donc, avant, on gagnait l'argent, on gagnait 4 milliards, 6 milliards. À partir de 2023, on commence à perdre l'argent. En 2024, 3 milliards. OK. Et ça indique que la société est en chute libre. En même temps, on regarde le cash flow de l'entreprise. On regarde combien ils ont de cash flow en caisse. Donc ça, c'est à la fin du bilan. Donc c'est vers cash, voilà, cash flow. Ah, ça s'appelle, ils appellent ça le cash and cash equivalent. Voilà, donc on est à quelque chose de positif. Donc il y a encore de l'argent dans la caisse. Ok, donc 9 000, donc là c'est en millions, hein, donc ça fait 9,6 milliards. Il y a encore de l'argent dans la caisse. Et quand on regarde les dettes, les short-term dettes, donc c'est 6 milliards. Donc la caisse permet de couvrir la dette, le short-term debt. Donc on arrive à payer les dettes avec l'argent de la caisse. Donc ça va. Donc c'est pas non plus catastrophique. Ils arrivent toujours à payer, quoi. Voilà, ils arrivent toujours à payer. Maintenant, on peut regarder à deux choses. Le stockholder equity, ça c'est des capitaux propres. Donc ça correspond à la capitalisation du marché, donc market cap, ça s'appelle. Là, c'est un nombre qui est quand même extrêmement grand. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de ventes. Les actionnaires, ils ne vendent pas encore. Donc ça encourage Intel, tu vois. Donc on est sur alors c'est ici total stockholder equity. Donc 105, 751, c'est pour l'année 2025. Alors, je me suis arrêté en 2024, hein. Donc en 2025, ça a augmenté un tout petit peu. 105 milliards. Donc c'est pas mal. Ça prouve qu'il y a encore la confiance au niveau des investisseurs qui ne lâchent pas Intel. Donc ils ne tirent pas leur bille. Tu vois, ils continuent à mettre l'argent et garder l'argent sur Intel. Ça, c'est un signe d'encouragement pour Intel, même s'ils commencent à perdre beaucoup d'argent. Ensuite, on regarde la ligne EPS. EPS, on appelle BNA en français, un bénéfice net par action. Donc, du coup, EPS, on est passé de 5,3 en 2020 à 1,84 en 2022 et aujourd'hui à moins 0,13, donc négatif. Donc, earning, ça dépend de net income. Si net income est négatif, donc ton earning est négatif. C'est pour ça que tu as un nombre négatif à partir de 2024. Donc là, on voit que c'est effondré, hein. Donc EPS, on est passé de 5,3 à moins 0,13. Donc c'est effondré. Donc il n'y a plus de bénéfices nets, plus de bénéfices. Il y a un truc qui est intéressant à regarder aussi dans le bilan, c'est
la réaction du gouvernement américain, puisque c'est une entreprise américaine. Qu'est-ce que fait le gouvernement américain pour essayer de limiter la casse, puisque c'est quand même une société, c'est 40 ans qui sont sur le marché, donc il y a un intérêt de les sauver, quoi, parce que c'est connu, et parce que s'ils font encore des microprocesseurs de bonne qualité, hein. Alors donc pour l'information, donc c'est taxe, voilà, income tax. Alors income tax, ce qu'on voit, c'est que c'est un nombre négatif. Alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire négatif. Négatif, c'est-à-dire au lieu de payer des impôts, en fait, ils ne payent pas, et c'est l'inverse. C'est l'État qui donne l'argent. Voilà, c'est très bizarre, mais en France, ça n'existe quasiment pas. Aux États-Unis, ça existe. C'est que lorsqu'une entreprise entre dans un cycle de décroissance, en fait, comme ils ont provisionné de la taxe dans les années précédentes, tous les taxes provisionnées dans les années précédentes sont retournées par le gouvernement américain à l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a une taxation négative. Donc au lieu de payer 15% de taxes, là, ils reçoivent de l'argent de l'État et ils sont à moins 9,2%. C'est-à-dire que l'État américain, au lieu de prélever la taxe sur l'entreprise Intel, il donne l'argent à Intel. Il donne à Intel. voilà, il donne 2,7 milliards en 2025 à Intel, et en 2024, ils ont donné 2,004 milliards à Intel. Ce qui prouve que l'État américain a confiance en Intel, et ils ne veulent pas le tuer, ils ne veulent pas le massacrer, cette entreprise, parce que c'est une entreprise value, hein. Et donc, ils donnent de l'argent à Intel. Donc, au lieu de prélever la taxe, ils donnent de l'argent, hein, via la taxe. D'accord? Donc, c'est une sorte de sponsorship. Et ce qui prouve que Intel peut intéresser encore les gens du gouvernement américain. Ce qui est pas mal, parce qu'une incitative pour Intel, c'est quelque chose de bienvenu, hein, dans ces périodes de crise. Donc voilà. Donc, pour dire que la taxe est positive, donc c'est bien. Au lieu de payer la taxe, eux, ils reçoivent l'argent de l'État. Maintenant, on va regarder aussi 2-3 facteurs qui pourraient nous indiquer l'état de la situation de Intel. Par exemple, on peut comparer les short-term debts à des long-term debts. Donc, voilà, des dettes à short terme, donc 3,2 milliards, et des dettes à long terme à 8,735 milliards. Donc, ce qui est bien, parce que ça nous prouve qu'ils ont une dette totale, donc dette passive, donc de 11,6 milliards si on compare à leur valeur de capitalisation boursière. Donc ici, on peut regarder l'equity. On est à 10% sur le dette à court terme et long terme. Donc voilà, 10%, ça va. C'est sur un ensemble d'endettement total de 32%, c'est pas catastrophique. Okay. Alors, donc du coup, la WACC, un petit rappel pour la séance de la dernière fois, ça se calcule avec la partie dette et la partie capitaux propres. La partie capitaux propres, c'est cette formule. Donc c'est VCP, donc capitaux propres, VCP multiplié par le facteur T45, c'est le return on equity. Okay. Et la dette est calculée en fonction de la dette VD multiplié par le facteur alpha, donc c'est 1 moins IS, 1 moins la taxe 15%, multiplié par le rapport, le ratio d'endettement. Voilà, T48 fois T47 plus T48. Ça nous fait au total 9,43%. Voilà, ça c'est dans la norme. La norme voudrait que le WACC soit aux alentours de 9%, donc c'est pas catastrophique. Okay. Sachant que c'est pas catastrophique parce que il y a la market cap qui résiste. Voilà. Les gens, ils ne retirent pas leur argent, ils ne vendent pas massivement les actions d'Intel. Il y a encore 104 milliards de capitalisation boursière qui résistent parce que Intel est une entreprise qui est connue. Okay. Et puis la dette n'est pas forcément catastrophique. Il n'y a que 50 milliards de dettes en total. Donc ça va. C'est que 32% d'endettement. Alors maintenant, pour la méthode cash flow. Okay. Comment calculer le discounted cash flow? Cash flow, alors c'est ce qu'on appelle le flux financier, très important. Il est nécessaire de procéder par 4 étapes distinctes
Le premier, c'est d'identifier les flux de trésorerie disponibles. La deuxième étape, c'est l'évaluation du taux d'actualisation. La troisième étape, c'est le choix de la durée. Ici, on prend 5 ans pour une entreprise de type Intel. 5 ans, c'est suffisant hein, pour une entreprise de type technologique. Et enfin, on va calculer la valeur terminale. Okay, donc, c'est 4 étapes. Donc, la première étape, on va définir le flux de trésorerie disponible, le free cash flow. Alors, tout ça vient. En fait, la FCF, le free cash flow, le flux de trésorerie d'Intel, c'est très simple. J'ai regardé sur leur bilan. En fait, ça correspond au cash et cash equivalent. Donc, c'est le cash, donc l'argent de la caisse. D'accord, c'est indiqué dans leur bilan. Ils n'ont pas d'autres moyens de cash. Hein. Il n'y a pas d'argent sale, pas de financement obscur. En fait, tout est déclaré et c'est très très clair. Il n'y a pas d'ambivalence nulle part, tu vois. Si on cherche le cash and cash equivalent, et en fait, on a quelque chose qui est très clair. Donc, c'est indiqué ici. Et aussi le short-term investment. Alors, short-term investment, c'est plus pour acheter les équipements. Donc, on ne va pas l'inclure. Cash and cash equivalent, donc on reporte sur FCF. On sait que le free cash flow, ça vient de leur cash qui est indiqué dans leur bilan. Donc, on reporte. Donc, on recopie la ligne cash and cash flow dans FCF. OK. Donc, ici, on recopie les 5 années. Alors, les 5 années, c'est 2020, 2021, 2022, OK, 2023, 2024. Donc, ça, c'est de l'argent de la caisse d'Intel. Donc, on est passé de 3,3 milliards de cash flow en 2020 à 8,7 milliards en 2024, hein, sachant que le cash flow a augmenté. Alors, le cash flow a augmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a licencié des salariés. Voilà, on a réduit la part salariat. C'est pour ça qu'on a libéré la cash flow. Et la deuxième étape, c'est l'évaluation du taux d'actualisation. Alors, le taux d'actualisation, c'est très simple. Donc, on prend la première année en 2020, donc deuxième année, troisième année, quatrième et cinquième année en 2024. On fait l'actualisation, donc la formule mathématique, c'est 1 divisé par 1 plus WSIC puissance T. Donc, c'est pour ça que le coût des capitaux est très important dans l'actualisation. Donc, nombre d'années, donc on part de 2020, c'est notre point initial. Et notre point final, c'est 2024. Donc 1 plus 1 divisé par 1 plus WSIC puissance N, donc cinquième année. Donc on suppose que le WSIC est invariable parce que le VCP et VT n'ont pas beaucoup changé. Donc du coup, le WSIC est invariable. Donc on prend à 9,43%. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que tu vas me dire la capitalisation boursière a changé, donc ton VCP a changé, ainsi que la dette. Mais pour faire simple, le calcul, pour faire extrêmement simple, on va considérer que la variation des capitaux propres n'ont pas énormément changé. Okay, et ça reste aux alentours de 105 milliards, 105 milliards, 104 milliards. Et la partie tête n'a pas énormément changé non plus. C'est toujours autour d'un taux d'entêtement de 32%, soit 50 milliards. D'accord. Donc, à partir de ces chiffres-là, on a un WSIC fixe, invariable, pendant les 5 années. Alors, c'est pas vrai sur le long terme. Hein. Évidemment, le WSIC change sur le long terme. Donc, du coup, sur le moyen terme et court terme, sur 5 années, après avoir actualisé, donc c'est ce nombre, le cash flow multiplié par le taux d'actualisation qui est 1 divisé par 1 plus WSIC puissance T. Donc, on a actualisé le flux par rapport en 2020, donc 3 milliards en 2020, 6 milliards, 6,5 milliards en 2021, 3,4 milliards en 2022, 5,3 milliards en 2023 et 5,5 milliards en 2024. Ça nous donne le cash flow actualisé. Voilà, on part du FCF, Free Cash Flow, on multiplie par le facteur d'actualisation, le discount factor, et on arrive à Discounted Free Cash Flow. Voilà, ce qu'on appelle DCF, Discounted Cash Flow. Alors le mot free, on n'utilise pas souvent, donc c'est ce qu'on appelle le DCF. DCF, c'est le Discounted Cash Flow, donc on part du cash flow, donc l'argent de la caisse, on multiplie par le facteur de l'actualisation. Ça nous fait ça. On prend ces flux, on va les sommer, d'accord, et pour voir la somme des flux dans l'année 2024,
Donc, ça s'appelle l'année, ici, dans notre cas d'étude, c'est l'année de target, de cible, ou terminal. Et ce cible, il va prendre en compte de le EBITDA, Operating Income. On va prendre Operating Income multiplié par le facteur Enterprise over EBITDA ratio. Voilà, c'est le ratio de l'entreprise value et EBITDA. Donc, on obtient ce nombre-là. Alors, tu vas me dire, mais tout ça sort le fameux facteur 21,4. Voilà, c'est marqué là. The Enterprise Ouais. to EBITDA ratio of Intel est de 24,8 en 2025. Donc là, moi, j'ai mis 21,4, c'était en 2024. Si tu veux, ça ne change pas énormément la chose, mais on peut mettre la valeur actualisée, hein, 24,8. 24,8. Voilà, ça nous fait la valeur terminale. Donc, c'est le ratio Enterprise Value over EBITDA ratio 24,8 multiplié par l'EBITDA, donc Operating Income. Ça nous fait 274 milliards en 2024. C'est une valeur terminale. Donc, on prend les cash flows actualisés plus. Donc là, on prend cette valeur 274 milliards, on actualise. Donc 1 sur 1 plus WSCC puissance 5. Donc c'est un facteur d'actualisation de 0,64. Donc 274 milliards fois 0,64, ça nous fait 174 milliards. Ça, c'est la valeur actualisée du terminal value. Donc on le reporte ici, cette valeur, terminal value. Okay. Et ça nous fait... Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va regarder la valeur des capitaux propres. Donc, c'est la somme de la present value. Present value, c'est le flux total. Donc, ici, entre l'année 2020 et jusqu'en 2025-24, les 5 dernières années, les flux des 5 dernières années, plus la valeur actualisée de la value, terminal value. Okay. Donc, on fait la somme de tout ça. Ça nous donne 198 milliards. 198 milliards, ce qu'on appelle net present value. Net present value, je répète, c'est la somme des cash flows des 5 dernières années plus la valeur terminale actualisée. La valeur terminale, je répète, c'est on calcule avec le ratio Enterprise Value over EBITDA multiplié par l'Operating Income de EBITDA. Donc, ça nous donne 274 milliards actualisés, ça fait 174. Donc, 274 passe à 174. Et ça nous donne la somme 198 milliards. Ça s'appelle le present value de l'entreprise, net present value. Moins la dette. Donc là, on va regarder la dette. Donc, c'est marqué dans le bilan. Bon, je ne vais pas revenir sur le bilan, mais c'est marqué dessus. Total debt, moins 50 milliards. Donc, d'ailleurs, c'est reporté ici. Tu vois, book value of debt, 50 milliards. Moins les intérêts pour payer les emprunts bancaires, 30 millions, plus le cash flow actuel. Alors, le cash flow actuel, c'est 8 milliards, 8,7 milliards, donc c'est le dernier année en 2024. Donc, ça nous fait un equity value, si on fait la somme de tout ça, donc net present value moins la dette totale, donc 50 milliards, moins les intérêts pour payer les emprunts, 130 millions, plus le cash flow, le dernier cash flow, 8 milliards, ça nous fait 157 milliards. Donc voilà. Donc on enlève la partie tête de net de present value de l'entreprise. Ce nombre-là est important, 157 milliards, parce qu'on va diviser par la quantité des actions circulées sur le marché. Nombre d'actions Intel. Voilà, ça nous fait nombre de titres. Ça nous fait ce nombre-là. Ok. Donc tous les nombres en unité, c'est en unité million. Hein. Okay. Donc on passe en millions, ça nous fait 4670 millions. D'accord, ça fait millions, ça fait 1 million. Ça fait 4,6 milliards. Voilà. C'est ça. Donc on divise les millions par les millions. Donc ici, on divise 157 000 millions, donc 157 milliards divisé par 4 milliards. Ça nous fait 38,72. Ce qu'on appelle equity value per share. Ce qu'on appelle le prix estimé de l'action Intel.
Et si on regarde les cours actuels, il est à 36 Il est dollars. de 36 en ce moment, ouais. Voilà. J'ai vérifié, ouais. Ouais. Donc, du coup, cette méthode fonctionne vraiment bien. Ça s'est cassé la gueule un petit peu aujourd'hui, mais Ouais, c'est ça monte. 1% aujourd'hui, mais ça reste aux alentours de 36. Et donc voilà, selon le calcul de la méthode DCF, on a 38,72 dollars pour action, par l'action. Et le coût actuel est 36 dollars. Donc sa vraie valeur en fait. Sa vraie valeur elle coûte 38 dollars. Donc et des sous-évalués. Donc 2 dollars, Ouais. Et il des, reste 2 dollars à récolter, c'est tout. voilà, c'est ça, exactement. Il y a rien à espérer, ça va pas monter plus quoi. Donc c'est vrai que durant les 6 derniers mois, il était coté à 20 dollars, était sous-évalué par rapport à son cours selon le calcul de la méthode DCF. Okay. Cette méthode elle est puissante, elle est utilisée par beaucoup de financiers, et c'est désormais la méthode standard qui remplace quasiment toutes les méthodes. Alors, il y a un point de vigilance sur le calcul de la valeur terminale, sachant que cette estimation de la valeur terminale peut prêter à confusion et dépend de deux facteurs, ce qu'on appelle le cash flow normatif et le taux de croissance. Alors ce calcul est loin d'être un calcul parfait, hein. Dans tout ce qu'on a fait ici, on a supposé des choses fixes, des facteurs fixes. En fait, c'est jamais fixe parce que ça varie assez fréquemment. Euh, mais comme pas ce calcul, on a pris des nombres qui sont réels, qui viennent du bilan de la société Intel sur le dernier bilan. Donc, le WACC à 9,43%, c'est un nombre fiable, c'est un nombre qu'on peut utiliser, même si ça fluctue. Mais ces fluctuations dépendent aussi du niveau de taux de croissance. Il faut imaginer que la question sur la croissance Intel, si Intel arrive à remonter la pente, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'Intel a perdu beaucoup de parts de marché, hein, mais imagine que Intel arrive à gérer la crise et arrive à sortir des produits aussi performants que Nvidia. Il va forcément, dans les années prochaines, peut-être augmenter leurs bénéfices, augmenter leurs ventes. Bon, actuellement, c'est vrai qu'elle est négative, hein. Actuellement, le net income, il est à moins 3 milliards. Donc, c'est un peu désespéré. Mais et on est soutenu par les actionnaires. Il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à Intel, donc ils ne lâchent pas Intel. Voilà. Donc, c'est une balance. Il y a deux choses à voir dans la croissance dans les années à venir. Bon, maintenant, on va passer à l'EPS. Alors, EPS, ça, c'est purement spéculatif. Alors, donc, si Intel arrive à inverser la tendance, qui semble difficile, puisque d'une part, il perd des marchés, ils perdent de parts de marché sur le PC portable, et aussi, ils n'ont pas les parts de marché dans l'IA. Okay, mais s'ils arrivent à inverser les tendances, à faire 10% de croissance, on a l'EPS qui va augmenter. Donc on repart de moins 0,13 dollars, donc à partir de l'année prochaine, 2025-26, il revient dans la course. Donc on va dire que c'est aux alentours de l'EPS de 2023, avec un redressement relativement lent. On a l'EPS, par exemple, on suppose à 1,155. Donc ce nombre-là, ça vient de 2023. Donc on prend 1,05 plus le taux de croissance. Donc multiplié par 1 plus le taux de croissance. Okay, ainsi de suite. Donc 2026, pareil, on va capter les croissances externes. Donc on va figer le taux de croissance à 10%. On passe de l'EPS à 1,155 jusqu'en 2029. Donc la spéculation jusqu'en 2029, dans 5 ans, à 1,69, qui est toujours très inférieur au l'EPS de 2020. Donc il y a 5 ans en arrière, il était à 5,3. Et dans 5 ans, avec un taux de croissance cible de 10%, il sera seulement à 1,69. Donc on est toujours très faible par rapport aux années précédentes, hein. Si on calcule 1,69 divisé par 5,3, on est toujours à 30% de l'EPS dans 5 ans, enfin par rapport à 2020. Okay, et du coup, si on table sur ce taux de croissance en 2029, à 1,69, on va appliquer une formule mathématique pour calculer ça. Donc on prend
Le PER spéculatif qui est 21,4. Beaucoup d'incertitudes sur Intel. Hein. On ne sait pas trop comment ça se fait. Et si on regarde les autres acteurs du marché, hein, par exemple Qualcomm à 14,2, Encore à 23, Micron à 23,9, NXP à 24, parce qu'eux, ils gagnent de l'argent, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont un PER plutôt positif. Nvidia 51, donc c'est excellent. Ok, Broadcom 81. Donc si on prend une moyenne basse, une fourchette basse, on va figer ce PER, par exemple, hein, je pense que c'est une spéculation, hein, mais c'est PER spéculatif de 21,4, ok, parce qu'on calcule la moyenne entre 2020 et 2024. Donc si on calcule la moyenne, c'est 21,4. Si on a ce PER 21 et qu'on a le taux de croissance figé à 10%, on aura donc le EPS. Alors EPS multiplié par le PER, ça nous donne le stock price. Okay, c'est la formule mathématique. Donc on prend un EPS qui évolue dans le sens positif, avec un taux de croissance de 10% cible, avec un PER de 21,4. Ce PER, c'est la moyenne des 5 dernières années. On arrive à estimer le stock price à 36,188. Ça, c'est l'estimation. Donc, si on compare avec le calcul du cash flow, le cash flow, on avait dit, c'était 38,72. Pour le cash flow, on prend le cash flow actualisé, plus le terminal value. On arrive à la valeur de 38 $. Donc, et si on prend l'EPS avec un PER évalué à 21, donc c'est une PER moyenne, on arrive à 36. Donc du coup, c'est assez juste. C'est assez juste parce que le cours actuel est de 36,37. Donc là, 36,37 et le cours d'Intel, selon le flow EPS, est à 36,188. Alors, le flow EPS est moins précis que le flow cash flow, le flux qu'on utilise, mais les deux convergent vers le nombre de 36. Voilà, 36,188 et 38,72. Et si on regarde le cours actuel d'Intel, en fait, est très proche, très stable. On suppose que dans les années à venir, Intel, ça reste aux alentours de 36, 37. Voilà. Ça, c'est le calcul du cash flow et du DPS. Ça variera pas beaucoup entre 36 et 38. À moins que Intel puisse réussir à augmenter le taux de croissance, par exemple au-delà de 10%, on va dire 20%. Alors si Intel fait un taux de croissance de 20%, on aura un share de 55,91 $. Voilà. Ça, c'est dans l'hypothèse qu'il arrive à inverser la tendance et ensuite faire un taux de croissance de 20%. Ça, c'est la bande sup selon le calcul de flux EPS. Okay. Toujours avec un PER spéculatif de 21,4 qui est en fait la moyenne de la fourchette basse de ses concurrents. Alors, ces concurrents, on peut regarder où se trouve Intel actuellement. Si Intel se retrouve entre Qualcomm, Amkor et Micron, donc on fait 14,2 plus 23 plus 23,9 divisé par 3, ça nous fait à peu près 20,36. Voilà. Si on élargit jusqu'à différents acteurs dans la fourchette basse, on a un PER qui est aux alentours de 23. Voilà, 23. Donc si on applique ça, on 23, et en 23, si on prend l'analyse quantitative et si on prend la moyenne sur la fourchette basse, avec un PER de 23, avec un taux de croissance cible de 20%, on arrive à un stock price de 60 $. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur des cas pour Intel. Mais si le taux de croissance est faible, au lieu de faire 20%, au lieu de faire 10%, on fait 5%. Si on fait 5% de croissance sur 5 années suivantes consécutives, ça nous fera une évaluation de stock price de 30 $. Voilà, 30 $, c'est le niveau actuel. Voilà, c'est 38, entre 30 et 38 $. Voilà.
Donc, Ok. Intel, y a rien y a pas grand-chose à spéculer sur Intel, hein. Intel, il se retrouve, enfin, à mon avis, Intel va être stable pendant un certain temps et ça va être resté aux alentours de 35 $. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a Hmm. pas d'argent à faire sur cette entreprise. C'est Donc, fini, ouais, c'est fini. ouais, Intel atteint sa maturité, hein. Il faut accepter la vie, hein. La vie, elle est ce qu'elle est, hein. Maintenant, le danger pour Intel, ça, à mon avis, c'est parce que, en fait, il n'y a pas tellement d'ambition. En fait, ils sont bornés par tous les concurrents. Euh, Ça indique aussi Un peu comme Texas Instruments. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Texas, Intel, c'est même destin, hein. Même destin, si tu regardes Hmm. Texas, en fait, il faut comprendre d'où ça vient. Texas, comme Intel, ils sont bornés. Ils sont bornés parce que c'est une entreprise, entre guillemets, étatique. C'est une entreprise dinosaure. Tu vois, il n'y a plus d'agilité, il n'y a plus d'invention. Maintenant, la bureaucratie voudrait que TXN, Texas Instruments et Intel soient figés à un niveau parce que c'est majoritairement détenu par des actionnaires qui ne comprennent pas leur espace-temps, quoi. Enfin, ils ne savent pas dans quel espace-temps ils vivent. Ils vivent Hmm. toujours dans l'espace-temps des années 1980. Donc ça appartient à un groupe d'investisseurs et des dirigeants conservateurs, en fait. Donc, Hmm. l'entreprise Intel a connu la gloire dans les années 80, notamment avec IBM et Microsoft. Maintenant, dans le futur proche, si Android de Google continue à avancer sur les PC portables, grâce à Honor, Huawei, voilà, la domination de Windows érode. Ça, c'est pas trop mal. Statistica, ouais, ça, c'est généralement des trucs à actualiser. Sur Statistica, par exemple, en 2025, ce qu'on voit, c'est une diminution du monde Windows. Voilà, Windows est en train de chuter. À savoir que il y a des systèmes d'exploitation qui arrivent sur le marché par 13%. Alors 13%, tu vas me dire, c'est faible. En fait, c'est pas si faible que ça. Il faut comprendre que l'OS X de macOS, il est à 15%. Donc les 13%, en fait, ce sont des OS Android pour PC portable. Alors, c'est pas faible, en fait, parce que c'est en croissance continue depuis 2020, donc ces 5 dernières années, cette part de marché a, Hmm. a augmenté, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que Windows, ça reste quand même le dominant du marché, hein. Avec 26 plus 43, Hmm. ça reste quand même la moitié. Donc 26 plus 43, 69%, donc 70% des PC portables en parc Windows. Ça, c'est clair. Ça reste le dominant. Mais il faut savoir que les 15 autres%, ça va sur Mac et 13% sur Android. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui pousse Windows dans son retranchement. Maintenant, il faut intégrer les nouvelles informations. Alors pourquoi est-ce que les gens choisissent Android comme système d'exploitation? Alors ça c'est une question intéressante. Euh, pour les PC portables, en fait, Android, c'est pas utile. Pour l'instant, c'est pas encore très utile. Android, c'est une plateforme qui a été inventée pour le smartphone avec des innovations qui viennent de Google, hein. C'est un OS qui est optimisé pour tous les appareils avec, à l'époque, la mémoire et les disques Hmm. durs limités, hein. C'est comme ça qu'on a inventé Android, hein. Android a été conçu pour très faible empreinte mémoire vive et aussi qui consomme très peu de disques durs. Donc c'est pour ça. Et la particularité de l'OS Android, c'est que ça vient du monde Linux. Linux est un kernel gratuit, accessible, open source. Et Android, aujourd'hui, on l'installe sur un PC portable parce qu'il y a Huawei, parce qu'il y a Honor qui voudrait le pousser sur la scène. Si l'OS Android va réellement concurrencer Windows dans les 5 prochaines années, voilà. Donc, d'un point de vue financier, aujourd'hui, chez Intel, il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut laisser tomber.
si tu achètes Intel, je pense que tu ne feras pas beaucoup d'argent avec Intel. Si tu regardes l'évaluation DCF. Alors maintenant, est-ce que tu as des questions sur DCF? Non. J'absorbe tes informations. Ok. Bah, j'espère que J'ai essayé de comparer, j'ai essayé de comparer les informations que j'ai sur Revolut, par exemple. Ouais. J'ai du mal un peu à comparer les ratios qu'ils donnent. D'accord. Euh, Oui. Alors les ratios enterprise value sur EBITDA, ça? sur le Intel, pardon. Sur les ratios sur Intel, sur Ouais. que Revolut te donnait comme information. J'essaie de comparer. C'est un peu difficile pour moi de comprendre tout. Moi, de mon côté, le sentiment de marché sur Intel, en fait, ils disent que l'action a touché un plus haut sur 52 semaines à 38 $ et ça va pas monter plus. Parce, parce Hmm. que, en fait, il y a un gain En fait, remarquable. Ouais. ta démonstration est beaucoup plus complète par rapport à tout ce que je vois sur que font les applications de trading. Est-ce que toi, tu projettes sur le futur, sur les années, les plusieurs années qui vont suivre, Ouais. et ils le font pas. Oui, oui, c'est comme tu as dit très très bien, c'est que aujourd'hui, sans les mathématiques, sans les calculs Hmm. numériques, on ne peut pas Exact. définir le cours du marché. Enfin, en fait, tout ça, ça vient des maths. Tu vois, ça vient des maths qui démontrent une dynamique remarquable de tes équations mathématiques, hein, qui est avec une fiabilité au-delà de 70-80%. Hein. Mais voilà. Maintenant, les sites spécialisés ne donnent pas forcément des formules mathématiques parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse, qui comprennent les maths, quoi, en fait. C'est des trucs qu'on apprend dans les écoles de commerce. Hein. Moi, avant d'entrer dans les écoles de commerce, je cherchais des formules mathématiques sur Internet, je ne comprenais pas, quoi. Parce qu'il faut que quelqu'un t'explique devant toi pour te démontrer la formule mathématique. C'est vrai que sans faire une école de commerce, c'est extrêmement difficile. C'est pas impossible, hein, évidemment, il y a beaucoup Ah, d'autodidactes. Mais depuis que je suis entré dans cette école de commerce, j'ai réussi à surpasser mes capacités dans les calculs. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a mes profs qui ont 30 années d'expérience, qui viennent t'expliquer lentement, comme ce que je suis en train de faire avec toi, sur les équations, sur les intérêts des équations, pourquoi est-ce qu'on fait ça. hmm. Donc, moi, j'ai connu un apprentissage long pour maîtriser toutes les équations que je te montre. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, moi, sur l'analyse DCF, je ne le fais pas souvent. Je l'ai fait pour Intel parce que tu m'as parlé de Intel la dernière fois. C'est vrai que c'est assez lourd parce qu'il faut copier toutes les valeurs du bilan comptable sur les différentes lignes. Par exemple, ici, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lignes à copier. Ok. Donc, après, le reste, c'est automatique. Hein. C'est automatique, l'actualisation du cash flow. Alors, le cash flow, souvent dans les entreprises, ça vient de cash and cash equivalent. Donc, c'est toujours la ligne la plus intéressante dans le bilan. Il faut toujours le repérer. Hmm. Le cash flow, c'est quelque chose qui explique beaucoup de choses. Par exemple, là, on a un net income qui est négatif et pourtant le cash flow est positif. Le cash flow a augmenté. Enfin, ça explique que la part salariale a été diminuée. Ils ont licencié 20 000 ingénieurs chez Intel, donc ils ont diminué le coût de salaire. C'est pour ça que ton cash flow est toujours positif et en croissance, alors que ton net income est négatif, quoi, a diminué et est négatif. Tu vois. Ça, c'est difficile à comprendre si tu n'as jamais fait de l'analyse financière. Si on te sort un bilan comme ça, tu ne pourras pas expliquer facilement ce genre de choses. Donc voilà, ça par exemple, c'est mes profs à l'école de commerce qui nous expliquent que voilà, comment expliquer ce genre de phénomène, quoi. Ce que ça représente Hmm. la part des salaires, voilà, le coût salarial. Le coût salarial est toujours quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important à gérer. Hein. Pour avoir un Hmm. cash flow positif, il faut licencier des gens, quoi.
Voilà, ça c'est l'enjeu Ils ont fait. du business. Du business, ouais. Ouais. Take a risk with a dinner drive. Stock market making move come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making move come alive. Bonds on the block staying